Salut la chouette. Tiens, ce soir, je te propose qu'on aborde une nouvelle question. Pourquoi penser à la mort? D'abord, est-ce qu'il faut penser à la mort ou est-ce qu'il ne faut pas y penser? Certains diront que non, il vaut mieux pas y penser, parce que sinon, on va tomber dans des idées noires, des idées sombres, et nous diront, allez, viens te divertir, plutôt que de partir dans ces questions morbides. Mais le problème, c'est que, qu'on le veuille ou non, la mort, elle nous rattrapera, elle se rappellera à notre bon souvenir, et alors il faudra bien y penser. Donc, est-ce qu'il faut attendre ce dernier moment pour y penser quand elle arrivera? D'un autre côté encore, je ne sais pas si tu as remarqué, mais parfois, lorsque nous ne voulons pas penser à quelque chose qui nous inquiète, c'est justement là que ce qui nous inquiète va se mettre à prendre des proportions immenses. Hein? Ça grandit dans notre dos, sans qu'on s'en méfie. On cherche à se divertir, ça devient énorme. Alors, peut-être qu'il vaut mieux y penser pour ramener la question de la mort à ses justes proportions. Il est possible que je meure d'un accident de philomobile. Il est possible que vous mouriez en vous étranglant avec un morceau de pain qui sera passé par le mauvais côté. Il est possible que vous mouriez renversé par une laie qui poursuit ses marcassins. Il est possible que lors d'une tempête, une branche nous tombe sur la tête. Il est possible, si vous partez faire du ski dans les montagnes, d'être pris sous une avalanche. Plus probablement, si vous vivez en France ou dans un pays occidental, vous mourrez d'une maladie cardiaque ou d'un cancer dans un hôpital à un peu plus de 80 ans. Si vous vivez dans un autre pays, il est probable que vous mourrez plus jeune. Dans les pays riches, on meurt plus âgé, mais la maladie s'installe et installe la mort à petit feu dans nos vies. Vous profitez de cette petite vidéo sur la mort pour distinguer les concepts de possible, probable et nécessaire. Ce qui est possible a une faible chance ou faible risque d'arriver. Par exemple, il est possible de glisser sur une plaque de verglas tout à l'heure en reprenant la route et de mourir. Ensuite, il est probable... Tiens, au fait, oui, j'ai vu que j'avais reçu un petit courrier pour le dépistage des cancers. Alors, ce petit courrier, oui, c'est un courrier de rappel. Tant que je l'ouvre... Dernière invitation au dépistage du cancer colorectal pour cette campagne. Parlez-en avec votre médecin traitant. Oui, donc là, ça fait partie des probabilités. Hein. Il est probable que je meure d'un cancer. Et le concept de nécessité, alors là, on ne peut y échapper. Ce qui est nécessaire, c'est par exemple que tout homme est mortel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les dîners, parfois entre amis, les conversations, elles portent très souvent, et ça ne s'arrange pas en vieillissant, elles portent très souvent sur l'état de santé, la maladie d'un tel, la maladie d'un autre, très souvent aussi sur les différentes thérapies, différentes façons de prendre soin de sa santé, thérapie par la musique, thérapie par les graines, thérapie par les grains de raisin, thérapie par les tisanes, thérapie par le rire, etc. etc. Enfin, toutes ces façons de prendre soin de sa santé, de prendre soin de soi, et ça alimente beaucoup les conversations. Alors, quand on est philosophe, bien à un moment on se demande, mais pourquoi? Pourquoi, au fait, est-ce qu'on parle de sa santé? Pourquoi ça fait partie d'un des principaux sujets de conversation? Pourquoi on parle de sa santé alors que de toute façon il est nécessaire que nous mourions, hein? Donc pourquoi on se préoccupe de ça? Et pourquoi d'ailleurs la mort nous fait si peur, hein? Pourquoi c'est un tel sujet d'angoisse? Voilà, le philosophe il va prendre un petit peu de recul et poser ces questions-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pourquoi on parle souvent de notre santé? Pourquoi on se soucie tellement du bien-être de notre corps? Pourquoi on veut vivre le plus longtemps possible? Qu'est-ce qui vaut mieux? Une vie courte
et intense et riche ou une vie longue et ennuyeuse? Est-ce que vivre longtemps, c'est le but en soi? Et puis aussi, tiens, pourquoi est-ce qu'on a peur de la mort? Vous savez, vous? Tu sais, toi? Pourquoi est-ce qu'on a peur de la mort? Tiens, essayons de réfléchir un peu à ce truc-là. C'est bizarre, ça semble évident, mais ça va pas de soi. Tu prends le personnage de Socrate, par exemple, dans le Phédon. Il va mourir, il a été condamné à mort et il a accepté sa condamnation. Il est là, il discute avec ses amis, il continue à se livrer à sa passion, le dialogue philosophique. Et ses amis ont l'air plus inquiets que lui. Mais finalement, on peut se demander qui est le plus à plaindre. Est-ce que c'est lui qui va bientôt mourir et qui paraît très serein? Ou bien est-ce que ce sont ses amis qui ont l'air, eux, extrêmement inquiets? Peut-être ils sont un peu égoïstes d'ailleurs, ces amis, parce que finalement, eux, ils sont tristes parce que ils vont perdre cette personne avec laquelle ils aiment philosopher. Mais ils se placent de leur point de vue, ils ne pensent pas à Socrate, lui, qui a l'air tout à fait heureux de partir. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut vivre comme ça? Peut-être on est poussé par un élan vital qui fait qu'on s'accroche à la vie comme un animal. Mais on est la marionnette de cet instinct vital. On peut aussi se dire, tiens, allez, je ne vais pas me soumettre à cet instinct, puis je vais prendre le temps d'observer plutôt, de chercher à comprendre. Donc voilà, notre ami Socrate, lui, il n'a pas l'air d'avoir peur de mourir. Alors tu me diras aussi, lui, il pense qu'après la mort, il va pouvoir philosopher avec des esprits qui seront aptes à philosopher pleinement, puisqu'ils ne seront pas embarrassés par toutes les misères que procure notre corps. C'est comme ça qu'il voit les choses. Alors c'est peut-être facile, évidemment, de voir la mort sereinement si on pense qu'après la mort, la vie se poursuit sous une autre forme, et une forme encore plus pure. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on s'accroche à la vie quand on souffre? Parce que malheureusement, sur cette planète, il semble que si on fait le calcul des souffrances et des joies, je crains que les souffrances ne l'emportent. Alors pourquoi on tient tellement à notre vie si c'est une vie de souffrance? D'ailleurs, déjà, La Fontaine, dans sa fable La mort et le bûcheron, il s'étonnait de ça. Pourquoi est-ce que le bûcheron, qui croule sous ses fagots, qui a une vie misérable, pourquoi est-ce qu'il tient encore à cette vie? Je vais noter d'ailleurs ce que dit cette magnifique fable de La Fontaine, comme toutes les fables de La Fontaine d'ailleurs. Le trépas vient tout guérir, mais ne bougeons d'où nous sommes, plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. Est-ce que je suis en train de suggérer qu'il faut se suicider? Non. Non, parce que se suicider, d'une certaine manière, c'est entretenir un rapport possessif à la vie. Celui qui... Là, j'ai failli, peut-être ça aurait pu exploser, hein, j'aurais pu rencontrer la mort pendant cette vidéo, vous imaginez? Que celui qui veut se suicider, il a un rapport possessif à la vie. Il est un petit peu comme l'amoureux qui est déçu par l'être aimé et qui du coup le rejette. Mais il est déçu parce qu'il s'imaginait les choses d'une certaine manière, il les imaginait à sa manière à lui. Et donc, c'est pourquoi il est possessif. Les choses ne vont pas comme il le veut. Et d'une certaine manière, on pourrait penser que la vie, c'est comme une rencontre. On a fait une rencontre avec la vie à notre naissance, on n'avait rien demandé. Hein. Mais voilà, on a rencontré la vie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette rencontre? Est-ce qu'on veut la posséder, auquel cas on risque d'être déçu? Ou bien est-ce qu'on veut s'intéresser à la rencontre que nous avons faite de notre vie, s'intéresser à notre vie. Attention, parce que pour s'intéresser à notre vie, nous n'avons pas l'éternité pour le faire. Nous avons justement seulement le temps de notre vie.
Alors peut-être qu'on peut apprendre à se détacher, non pas de la vie, mais se détacher de notre attachement à la vie. Vous voyez, c'est pas la même chose. Hein. Se détacher de la vie, ça voudrait dire la rejeter avec dédain. Mais se détacher de notre attachement, serait se détacher justement de cette part animale, instinctive, égoïste, qui nous lie à la vie et qui nous empêche, d'une certaine manière, de nous intéresser à notre vie. Parce que pour s'intéresser à quelque chose, il faut garder avec cette chose un minimum de distance. Or, si je suis attaché à ma vie, eh bien, je n'ai plus cette distance. Que nous apporte la pratique philosophique? D'une certaine manière, elle nous apprend à mourir, c'est-à-dire à opérer ce détachement avec ce à quoi nous sommes instinctivement, animalement attachés. Les personnes qui participent aux ateliers philo, eh bien, elles vont apprendre petit à petit à se détacher de leur ego, à se détacher de l'idée d'avoir raison, à se détacher de toutes les justifications de leur être. Hein. Donc petit à petit se détacher de soi-même, et d'une certaine façon, on peut dire, déjà elles apprennent à mourir. D'ailleurs, c'est ce que disait Montaigne dans les Essais, c'est que apprendre à mourir, c'est se donner une liberté. Je vais vous lire le passage. Il écrit, c'est dans le livre 1, chapitre 20, « La préméditation de la mort est préméditation de la liberté. Qui a appris à mourir, il a désappris à servir. Le savoir mourir nous affranchit de toute sujétion et contrainte. Il n'y a rien de mal en la vie pour celui qui a bien compris que la privation de la vie n'est pas un mal. » Je vous relis cette dernière phrase. Il n'y a rien de mal en la vie pour celui qui a bien compris que la privation de la vie n'est pas un mal. Penser à la mort, c'est se donner la liberté. C'est se donner la liberté par rapport à la peur que nous pouvons avoir de la mort. Tant que nous avons peur de la mort, nous subissons la mort. Et apprendre à mourir, c'est apprendre à ne plus la craindre. Apprendre à mourir, c'est l'accepter. Et donc, se redonner une liberté. Il y a une différence entre subir et accepter. Quand je subis, je me soumets passivement, mais quand j'accepte, cela passe par la réflexion et la raison. Quand j'accepte, alors je suis actif. Quand je subis, je suis passif. Quand j'accepte, je suis actif. On va pouvoir s'interroger à la lumière de cette idée de la mort, de cette prise de conscience de la mort, sur les actions que nous avons dans notre vie. Par exemple, pourquoi passons-nous du temps sur les réseaux sociaux? Pourquoi passons-nous du temps à parler de choses insignifiantes avec les personnes que nous rencontrons? Pourquoi laissons-nous la mort se distiller petit à petit dans notre vie au lieu de vivre vraiment la vie que nous avons à vivre? Peut-être que si nous prenons conscience de la mort, alors nous pouvons pleinement nous attacher au beau métier de vivre.